Alors, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Grand plaisir de vous accueillir pour ce premier webinaire d'une longue série de 4 webinaires qui va nous mener jusqu'à l'été 2026. Des webinaires consacrés à une thématique, le développement touristique des territoires. Aujourd'hui, premier webinaire, et vous allez voir, on l'a intitulé « Vive le Tour de France du développement touristique ». Et j'ai grand plaisir d'animer ces webinaires. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent. Je m'appelle Brice Dution, j'ai longtemps été prof et je suis maintenant président d'une petite agence qui s'appelle Les Nouveaux Voyages Extraordinaires. Alors aujourd'hui, on va participer à ce premier webinaire. On va partager 1 heure. 1 heure, ça va aller assez vite dans le fond, avec un rythme assez rapide. Différentes interventions pour parcourir d'abord 2 territoires très différents, Clermont-Auvergne-Volcan et Lens-Liévin, pour comprendre comment se fabrique concrètement une stratégie touristique territoriale efficace. J'imagine que certains ou certaines d'entre vous ont déjà lu avec avidité les articles publiés par la revue Espace il y a déjà quelques jours sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, c'est le premier webinaire. Merci à toutes et à tous. Vous êtes quasiment 200 à participer, à être inscrits à ce premier webinaire. Ça s'inscrit dans un cycle de la revue Espace et du cabinet MKG, avec la volonté d'être animé d'une logique de terrain, de faire partager des retours d'expérience et de proposer aussi des outils au fil des webinaires pratiques pour l'ensemble des destinations touristiques qui se seront connectées. 3 objectifs à ce webinaire. D'abord, comprendre comment une destination se construit dans le temps, ensuite identifier des bons outils et des bons indicateurs, et puis, bien sûr, partager des enseignements transférables, puisque nos 2 invités de destination viennent de territoires différents, et vous toutes et tous qui êtes en ligne, aussi représentez cette fameuse diversité du tourisme à la française, et si j'ose dire aussi à la belge, puisque j'ai vu certains et certaines de nos amis francophones wallons. Avant de commencer à donner la parole et à présenter les invités, quelques règles d'animation, ça vaudra pour aujourd'hui, mais aussi pour les 3 webinaires suivants. D'abord, je vous encourage à couper vos micros quand vous ne participez pas directement au webinaire. Je vous proposerai de poser des questions via le chat. J'ai mon petit ordinateur à côté de moi et je surveillerai les questions. Les questions seront regroupées dans une séquence finale qui va durer un gros quart d'heure et je vous donnerai les éléments tout à l'heure. Et puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, il y aura aussi la possibilité de suivre en replay et d'avoir ce webinaire et d'avoir accès aussi aux ressources dont on parlera. Alors, 4 participants dans un premier temps à ce webinaire. Marie Poirier, la directrice des rédactions de la revue Espace, Sylvie Bergeret, la directrice d'études de MKG, Vincent Garnier, le directeur général de Clermont-Auvergne-Volcan, et puis Sophie Wilhelm, qui est la directrice de l'Office de tourisme de Lens. Alors, avant de commencer avec Vincent et Sophie, je vous propose d'écouter le premier édito de Marie, qui va prendre la parole tout de suite. Marie, c'est à toi. Merci Brice. La revue Espace, elle est au plus proche des territoires depuis plus de 50 ans. D'abord dans leur compréhension, en les analysant au travers de leur stratégie touristique, mais aussi dans leur récit, en leur confiant la plume dans nos colonnes quand ils font preuve d'exemplarité. Les représentants des territoires, ce sont nos lecteurs, nos auteurs et je dirais même nos éclaireurs. On va à leur rencontre dès que possible, sur place, chez eux, dans leur bureau, pour mieux les connaître, mieux les comprendre, mais aussi pour nous associer aux événements qu'ils organisent. La revue Espace, elle prend souvent la route et c'est ce qui nous a inspiré ce Tour de France des destinations. Le contexte économique actuel, la conjoncture pour les organisations territoriales, nous ont poussé à en donner le coup d'envoi sans trop attendre. Les étapes de cette grande boucle, on les a choisies en prenant en compte 3 critères: la maturité de la destination, son dynamisme et sa lisibilité stratégique qui est nécessaire au récit. 3 points clés qui seront détaillés bien après moi: l'attractivité, l'hospitalité, l'impact. Dans l'écosystème touristique et culturel, ces territoires occupent le devant de la scène. Mais sur leurs méthodes et leurs outils de développement touristique, ils sont parfois discrets. Nous, on a voulu en savoir plus, pas pour vous livrer des recettes miracles, mais pour vous exposer de vraies trajectoires territoriales étayées de chiffres, de succès et même d'échecs. Les parcours des hommes et des femmes qui agissent dans les territoires et pour les territoires, c'est ce qui nous motive et vous verrez, ils sont parfois étonnants.
Avec MKG, on a prévu un dispositif spécial à 360 degrés avec un parcours éditorial complet, des publications mensuelles, un hors-série annuel, des webinaires thématiques trimestriels et clou du spectacle, un événement incroyable qui nous permettra de célébrer ce grand tour. Merci Marie, tu nous mets l'eau à la bouche, notamment, et j'espère qu'on pourra trinquer au mois de septembre prochain et partager tous les invités et tous les intervenants. Allez, je cède la parole maintenant à Sylvie Bergeret pour la première. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je vois que ça saute un petit peu. Marie me fait signe, merci. Oui, c'est bon. Donc, MKG, qui on est, cabinet de conseil en tourisme et en hôtellerie. Nous, notre objectif et notre enjeu, c'est d'accompagner le développement du secteur touristique, à la fois les acteurs individuels, les investisseurs, mais également les opérateurs, et puis les destinations, bien entendu, puisque c'est elles qui réunissent tout ce petit monde. Qu'est-ce qui fait notre particularité? C'est notre positionnement, c'est le fait que pour nous, sans mesure partagée, il n'y a pas de stratégie possible dans le tourisme comme ailleurs. Et nos maîtres mots sont observés, comparés et objectivés. En fait, c'est ce qui a fondé vraiment l'ADN de MKG il a été fondé il y a 40 ans, alors même que le secteur hôtelier était en phase de structuration. À l'époque, c'était vraiment important de comprendre quelle était l'évolution des taux d'occupation, des prix moyens sur une destination. C'est ce qui permettait aux investisseurs de mesurer le risque qu'ils prenaient dans un projet de développement, mais également de factualiser une destination et un projet par rapport à des partenaires économiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand on accompagne les destinations, notamment à travers nos observatoires, c'est que la donnée devient de plus en plus stratégique. C'est important pour toutes ces destinations de pouvoir mesurer la fréquentation de leur territoire, à la fois pour dimensionner les équipements, mesurer l'impact d'une action de promotion, les retombées d'un investissement sportif, culturel, discuter également des sujets qu'il peut y avoir sur des sujets de tension touristique et savoir comment on va pouvoir pallier ces sujets et donc du coup prendre de bonnes décisions. Et nous, pour cela, on a développé ce qu'on appelle un KG Score qui est basé sur 3 thèmes, à la fois l'attractivité, l'hospitalité et l'impact, qui permettent de mesurer la façon dont un territoire peut attirer une clientèle touristique par l'ensemble de ses atouts, dont elle peut ensuite héberger et accueillir vraiment cette clientèle, et puis les retombées qu'il peut y avoir d'un point de vue économique, mais également en termes de développement durable ou d'emploi. Voilà, donc c'est tous ces éléments qu'on se fera plaisir à partager avec vous lors de ces différents rendez-vous. Je ne sais pas si Brice est en ligne. J'ai l'impression qu'il a été coupé. Jean-Baptiste, on ne t'entend pas. Bah, passe la parole À Vincent, peut-être, non? Oui, voilà, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Vincent, pour commencer, mais j'ai Brice qui m'appelle. Vincent, je te laisse. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, normalement, dans ce qui était entre guillemets programmé, c'est qu'il devait y avoir une petite présentation de Brice et pouvoir induire une discussion. Donc, je me retrouve devant un exercice doublement difficile. Doublement difficile pour 2 raisons. C'est que effectivement, je dois vous parler de ma destination et amener des éléments de réflexion. Et le deuxième élément, c'est que je suis le premier donc de ce casting. Donc, c'est un grand honneur que vous me faites, mais c'est aussi un terrible défi, je dirais, que j'ai accepté. Donc déjà, merci à vous tous et tous. J'ai vu la liste des présents et de celles et ceux qui ont accepté donc de participer à cette conférence en visioconférence. J'ai beaucoup de collègues, je dirais certains que je connais et qui ont toutes et tous effectivement des expériences suffisamment significatives pour que déjà la première règle que je m'impose, c'est l'humilité. Ça, c'est déjà dit, mais je souhaitais effectivement en faire état. Donc,
Vous avez eu, au niveau de la revue Espace, l'amabilité, la gentillesse de consacrer un de ses premiers articles donc, à la destination de Clermont-Auvergne-Volcan. Clermont-Auvergne-Volcan, c'est une destination qui est naturellement à la métropole clermontoise, donc au cœur de sa destination, mais qui est née, surtout depuis 2 ans, de la fusion de 2 offices de tourisme, donc la métropole clermontoise et un territoire d'une collectivité qui s'appelle Mont-d'Arverne Tourisme et qui, sur son périmètre, a notamment le plateau de Gergovie, le lac des Lacs, qui est le plus grand lac naturel d'Auvergne, et donc qui offre une destination suffisamment cohérente pour que les élus aient souhaité que l'on associe nos démarches. Alors, très rapidement, puisque notre stratégie, et je crois que c'est ce qui vous avait intéressé, on n'est pas les seuls, mais en tout cas, on a, je crois, maintenant une petite expérience en la matière, et il est autour du tourisme responsable durable, et avec effectivement une appétence sur ce que l'on appelle le slow tourisme. Alors peut-être un peu hâtivement, sachant que le slow tourisme, on peut agréger un certain nombre de caractéristiques, et je ferai en sorte, et vous êtes maître bien sûr du calendrier, de vous en donner quelques éléments. Nous, on a effectivement un positionnement que je vais vous livrer. Donc, on est une destination de tourisme responsable au cœur des volcans d'Auvergne. La notion de volcan est importante puisque, vous le savez certainement, mais la chaîne des puits Faille de Limagne est depuis quelques années maintenant inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, avec une volonté pour notre destination d'offrir un accueil et des prestations de qualité. La notion de qualité est un point aussi majeur et qui invite ses visiteurs à prendre le temps du séjour pour mieux se ressourcer, puisque notre signature, c'est précisément prendre le temps. Donc, vous voyez forcément le lien avec le slow tourisme, avec un certain nombre de composantes autour du temps, la notion de prendre le temps, la notion d'occuper un temps, effectivement, dans une activité sociale souvent riche pour des raisons familiales ou professionnelles, et d'inscrire effectivement notre destination qui se trouve être au cœur de la France. Alors, vous aviez Brice avait ouvert son article sur un élément qui est lié à notre situation centrale et la difficulté qu'on pouvait avoir dont les médias se sont suffisamment fait l'écho par rapport à l'accessibilité en train. Donc, je voudrais déjà corriger un point, c'est que si effectivement aujourd'hui, lorsqu'il y a des incidents en train, ils sont majeurs avec des difficultés qui peuvent être suffisamment significatives. Il faut savoir que donc fin 2017, début 2028, on aura donc une nouvelle rame, la rame dite Oxygène, qui permettra d'avoir 9 allers-retours par jour avec un temps de trajet de 3h15. Donc, bien sûr, ça ne sera pas le TGV, mais un niveau de confort suffisamment important pour que cette problématique, effectivement, de train ne soit plus un sujet et qu'on ne retienne véritablement plus que l'attractivité de notre destination. Cher Vincent, excusez-moi, voilà. J'ai été viré du webinaire. J'ai vu ça, censuré. En déplacement, et je suis dans les loges du Palais des Congrès de Troyes, et il y a eu une rupture de faisceau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, merci de votre tolérance, et je reprends un tout petit peu la main sur la direction du webinaire. Donc, l'idée qu'on a, bien sûr, avec toi et avec Sophie, c'est de partager des témoignages de terrain. Clermont, tu l'as dit, c'est un territoire qui a fait le choix du temps long, de la cohérence et de l'équilibre. Et j'aimerais bien qu'on partage quelques chiffres d'abord pour commencer la réflexion. Des chiffres qui sont assez intéressants et qui ont, dans le fond, structuré un peu la rédaction du premier article dont tu as parlé. Et on y reviendra en deuxième partie également de webinaire. D'abord, premier élément peut-être chiffré, presque 2 millions de nuitées. Est-ce que tu peux nous commenter un peu les dynamiques que vous avez observées en matière de nuitées à l'échelle de la destination, y compris depuis l'adoption de la dernière stratégie il y a déjà quelques années? Alors, très rapidement, et je parlerai sous le couvert de Sandrine Godbout, la directrice du tourisme Clermont-Auvergne Métropole, et de Magali Valls, donc sa collaboratrice en charge notamment de la taxe de séjour, qui ont la responsabilité de toutes les missions liées notamment à l'observation. Donc, je vais essayer de traduire un certain nombre de ce travail, en tout cas de ces réflexions que l'on mène ensemble. Oui, il y a une dynamique. C'est vrai qu'il y a une dynamique autour de la destination clermontoise et qui s'appuie également sur la dynamique que l'on peut retrouver propre à l'Auvergne, qui s'est construite d'ailleurs dans le temps, parce qu'il y a un positionnement très fort. Je parlais tout à l'heure de l'inscription UNESCO, mais on sait que l'Auvergne, de par ses caractéristiques, on va dire, géologiques, historiques, mais également par rapport à sa forte capacité à avoir structuré une offre
qui correspond, je crois, à des tendances de plus en plus fortes, notamment auprès des clientèles internationales, mais françaises, qui a d'ailleurs pu être affirmée dans la période post-Covid, nous permet aujourd'hui d'avoir pu développer une stratégie avec des filières assez classiques, hein, je vais me permettre de les citer, puisqu'on est quand même avant tout une destination de tourisme urbain et culturel. Je rappelle que nous avons été finalistes au titre de la capitale européenne de la culture 2028. Une offre également en termes de tourisme, de santé et de bien-être, puisque c'est une caractéristique pour une métropole, on n'est que deux en France, c'est que nous avons une station thermale sur notre territoire. Le troisième volet, naturellement, c'est tout ce qui est autour du sport et des activités de pleine nature. Et puis, c'est pour ça que je souhaitais accentuer cet élément-là, une forte activité en termes de tourisme d'affaires, puisque sur la métropole et précisément sur la ville de Clermont-Ferrand, à peu près peu ou prou 60% du taux d'occupation de l'hôtellerie est lié au tourisme d'affaires et lié à la filière maïs. Alors Vincent, moi ce qui m'a absolument passionné quand on a longuement échangé sur la stratégie, c'est la façon dont vous avez eu de fédérer les acteurs autour d'un certain nombre d'objectifs, tu viens de les citer. Je rappelle un certain nombre de chiffres, hein, 100 000 nuitées liées au thermalisme chaque année, des hébergements classés clés vertes, il y en a 9 structures d'hébergement. Des déchets relativement limités, 400 000 nuitées Airbnb aussi à l'échelle du territoire métropolitain. Bref, un certain nombre, dont on voit bien, de dynamiques. Quelles ont été pour toi les clés de la réussite de la stratégie? Comment vous avez réussi à élaborer et à fédérer les dynamiques à l'échelle du territoire avec tous les acteurs? Alors déjà, un premier point, mais je pense que l'ensemble de mes collègues seront d'accord sur ce point, c'est-à-dire qu'on peut développer, il ne peut y avoir véritablement de stratégie et de dynamique autour de stratégie que s'il y a une volonté politique, très clairement. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais, je dirais, que les traducteurs d'une volonté politique qui se traduit en termes de stratégie touristique, économique, culturelle. Et effectivement, la base du succès, c'est déjà de faire en sorte que ces différentes stratégies au service d'un même objectif soient cohérentes les unes les autres, d'où la nécessité effectivement d'un dialogue permanent, non seulement avec les socioprofessionnels, on va y revenir, mais au sein même des services de chacune des collectivités avec lesquelles nous travaillons ou dans lesquelles effectivement nous sommes tributaires. Ça, c'est le premier point. Après, on a les uns et les autres, quelle que soit la forme de nos organisations, certains sont en EPIC, d'autres en association, un certain nombre en société publique locale, comme clairement Auvergne-Volcan. Nous avons aussi des règles de fonctionnement. Alors, au-delà des règles statutaires, que sont les conseils d'administration, les assemblées générales, les comités des risques pour les SPL, il y a également la nécessité d'associer les socioprofessionnels. Nous, c'est à travers un comité technique qui regroupe 30 socioprofessionnels, ou plutôt 30 acteurs de la filière touristique de notre destination représentative de l'ensemble des métiers. Mais nous avons aussi, à côté de ça, pour fédérer, pour être véritablement l'élément un peu central de l'ensemble des dynamiques touristiques publiques et privées, développer d'autres actions. Par rapport à la station thermale, nous animons, avec les termes de Roya Chamalières, un comité de pilotage de la station thermale. Nous avons mis en place depuis plusieurs années donc un club MICE, un club tourisme d'affaires qui regroupe aujourd'hui les 20 principaux acteurs de la filière tourisme d'affaires. Et nous avons, mais je ne suis pas le seul, je sais que toutes et tous autour de cette table virtuelle avaient développé aussi ce genre d'action, avaient mis en place ce genre de process. C'est indispensable. La concertation, de toute façon, est indispensable pour pouvoir convaincre. Je ne crois pas véritablement à la mise en place de stratégies ou d'actions qui viennent uniquement d'en haut. Ça, c'était avant. Je rappelle ce que Marie a dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas de recette miracle, ce sont des trajectoires territoriales qu'on souhaite mettre en avant. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce que vous faites et ce que vous avez fait jusqu'alors, c'est le positionnement sur le temps long, ce fameux slow tourisme. Est-ce que vous avez vu des résultats tangibles à l'échelle de la métropole? Est-ce que tu as vu, notamment par exemple en matière de taux d'occupation hôtelier, en matière de fréquentation sur les sentiers de grande randonnée, comment ça s'illustre concrètement ce positionnement slow touristique et quels ont été les objectifs à la fois visés et puis ceux que vous avez pu mettre en œuvre et puis la qualité de l'observation que vous en faites aujourd'hui? Alors, le premier point déjà, et c'était dans mes propos liminaires, il faut avoir beaucoup d'humilité, et puisqu'on parlait de temps,
il n'y a de stratégie. Une stratégie ne peut s'inscrire que dans le temps et dans le temps long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre stratégie, elle a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et que les premiers effets ne peuvent pas forcément se mesurer de manière tout à fait efficace et tout à fait efficiente. Sachant qu'en plus, une stratégie, et notamment une stratégie comme la nôtre, autour du durable, du responsable et du tourisme, elle s'inscrit également dans un environnement politique, un environnement économique, un environnement social. Donc, il y a aussi ces interactions, parce que je crois que ce qui est intéressant à observer dans nos politiques touristiques, c'est effectivement ce que l'on souhaite apporter, ce que l'on souhaite diriger, mais il y a également les interactions, et on sait très très bien, avec sociologique de base, que c'est souvent les interactions, effectivement, qui donnent la mesure. Et donc, tout le travail qui est le nôtre, c'est d'analyser, de prendre en compte ces interactions pour faire en sorte qu'elles aient le moins d'incidence sur les stratégies qu'on met en place, ou en tout cas, si elles ont des incidences, qu'elles soient plutôt positives. Donc aujourd'hui, très clairement, les premiers effets ne se ressentent pas, puisque ces actions se mettent dans le temps. C'est, par contre, à travers les outils que nous développons, notamment, je prends un exemple, c'est notre plateforme digitale. Notre plateforme digitale, notamment à travers notre site web, mais l'ensemble des actions qu'on a également sur les réseaux sociaux, c'est l'affichage précisément de l'ensemble des offres qui sont orientées sur le responsable, sur le durable, sur ces acteurs qui se sont positionnés, que l'on remonte de plus en plus en termes prioritaires. C'est notre engagement autour d'un label, d'une certification depuis près de 5 ans maintenant, certains également en font partie, qui est la certification à la norme ISO 20121, qui, je rappelle, est un système de management responsable aux activités événementielles et qui nous impose un certain nombre de règles. La première étant la prise en compte des parties prenantes dans l'ensemble de nos process de décision qui font évidemment cette stratégie et qui nous permettront à terme, en tout cas c'est notre objectif, c'est celle que nous donnent nos actionnaires publics, nous permettront de pouvoir générer des retombées. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu tôt. On est véritablement dans la construction de cette action, dans la fédération des acteurs qui eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, ne nous ont pas attendus pour s'engager là-dessus. C'est de manière à voir, puisque c'est aussi un sujet qui nous intéresse en termes de ce récit territorial que l'on souhaite construire ensemble, d'avoir des éléments concordants qui participent bien à cet objectif commun. Et donc, si je comprends bien, tout ce qui est observation, c'est plutôt dans le prochain élément stratégique, dans les prochaines visions du territoire que vous allez développer avec tous les partenaires, que vous allez vous pencher sur cette question d'observation dont on reparlera un peu plus tard. Merci, cher Vincent. J'appelle tous les participants à couper leur micro si je ne leur demande pas parce que sinon, ça va devenir un tout petit peu compliqué. Merci à chacune et chacun de respecter cette petite règle. Allez, je me tourne vers Sophie Willem. Chère Sophie, qui est la directrice de l'Office de tourisme de Lens. Bonjour. Voilà, Sophie, bonjour. Et merci aux autres de fermer leur micro. Alors, chère Sophie, moi j'ai écrit avec passion le dernier article publié par la revue Espace sur la question de la fierté d'appartenance à un territoire. Alors, on ne savait pas que Lens allait être en tête du championnat de France de foot au moment où nous parlons aujourd'hui, ce qui ne fait que souligner la démarche entamée. Merci à Elodie Gauss de fermer son micro. Merci beaucoup, parce que sinon on a des interférences. Ça va être assez désagréable. Chère Sophie, je reviens vers vous. Les stratégies touristiques territoriales à Lens, c'est la fierté d'appartenance à un territoire devenu une destination touristique. On va partager quelques... Joël Decoq, merci de fermer votre micro. Merci de fermer votre micro, cher Joël. On vous entend et ça n'est pas très agréable. Et surtout, vos collègues partent en vacances, tant mieux pour elles. Mais une interférence dans notre direct. Chère Sophie, quelques éléments chiffrés simplement comme ça à partager et pour dire quelle influence ça peut avoir sur la destination et sur les activités touristiques à l'échelle de votre destination. Premier chiffre, 38 000 spectateurs, le nombre moyen de gens qui viennent au stade Félix Bollaert de l'Hélice, c'est le nom officiel du stade, et on voit que ça a une influence absolument considérable à la fois sur l'image de marque et la destination. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur ce lien entre, dans le fond, le sport et l'attractivité touristique de la destination? Alors, merci Brice, merci à la revue Espace de mettre en lumière ce territoire qui
peut-être pour certains n'était pas jusqu'alors une évidence en matière de destination touristique et qui reste toujours un territoire en développement et émergent. Donc merci de valoriser notre travail. S'il est vrai que nous sommes en tête de la Ligue 1 sur le plan des destinations touristiques, nous avons encore pas mal de travail à gravir. Cependant, nous essayons de nous inscrire dans la lignée du Racing Club de Lens, qui avec beaucoup d'humilité, de travail, de sens du collectif, gravit aussi les échelons et effectivement étonne tout le monde en ce moment sur le comment dire, le championnat. Juste vous dire qu'effectivement, pour nous, le Stade Bollaert et le Racing Club de Lens, qui est porteur de toutes les valeurs, hein, le club depuis quelques années a fait un gros travail marketing qui est complètement en phase avec le travail marketing du territoire. Et pour nous, c'est à la fois une vraie plus-value, mais ça pouvait aussi être à un moment donné un peu pour la destination, un enjeu de ne pas être réduit au seul Racing Club de Lens, puisque vous le savez, il y a 10 ans maintenant, le territoire a connu deux événements majeurs, à la fois l'arrivée du Louvre-Lens sur son territoire et l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du patrimoine minier. Donc On c'est vrai qu'il y rappelle a 5 millions de visiteurs, chère Sophie, depuis tout à fait. l'ouverture du Louvre-Lens, hein, ce qui est quand même un changement d'identité touristique remarquable. Est-ce que vous pouvez nous donner les quelques éléments justement sur cette décennie avec le classement au patrimoine de l'UNESCO? Donc c'est vrai qu'effectivement ça a chamboulé complètement la donne, puisqu'on a vu aussi arriver des hébergements touristiques qui n'existaient pas jusqu'alors. On a plus de 1500 lits qui ont été créés en 10 ans avec l'arrivée d'hôtels de niveau de gamme type 4 étoiles. Donc ça a complètement bouleversé un peu l'écosystème. Et si aujourd'hui finalement on arrive à assumer l'intégralité de notre offre, c'est-à-dire à la fois notre côté Racing Club de Lens avec cette version populaire, ce club qui porte aussi les valeurs de tout un territoire, ancien bassin minier. Et en même temps, l'arrivée du Louvre-Lens qui lui aussi a eu une phase d'ancrage, d'appropriation, qui aurait pu pour certains être arrivé comme un ovni, mais qui a fait un travail de longue haleine pour justement ancrer. Notre dernière campagne de com fait justement le lien entre les deux. Et on arrive enfin, je dirais, à assumer cette double identité qui fait notre personnalité. On a une signature qui est ici leur coule dans nos veines en référence à une référence subtile au sang et or du Racing Club que l'on décline sur l'ensemble de notre offre, puisque effectivement on l'a dit, c'est le Racing Club de Lens et c'est un moteur d'attractivité, un moteur de valorisation d'identité, mais c'est aussi le Louvre-Lens. Et puis on le sait moins, mais on est sur des sites majeurs de la mémoire de la Première Guerre mondiale, avec des sites comme Vimy qui sont des références au Canada sur la Première Guerre mondiale, des sites comme Notre-Dame de Lorette, qui est la plus grande nécropole nationale de Lorette. Donc, en fait, on a une offre qui finalement s'adresse à des clientèles qui peuvent être assez différentes, sur lesquelles on peut parfois avoir des problématiques pour créer du flux entre différents types d'offres. Donc, est-ce qu'un visiteur du Louvre-Lens a vocation à vivre l'expérience d'un soir dans le stade? C'est un peu tout l'enjeu aussi pour nous de réussir à mixer ces différents Je aspects trouve de que la l'offre. pérégrination touristique, si on arrive de la gare pour aller à pied au Louvre-Lens, on passe devant le stade. Donc forcément, ça incite quand même Exactement. à pratiquer les deux. Vous Mm. disiez tout à l'heure, on gravit des montagnes. Bon, vous gravissez des terrils en tout cas. Donc c'est forcément un travail de longue haleine, mais peut-être un peu moins long que si vous aviez l'Himalaya en face de vous. J'aimerais bien partager une dernière expérience, moi qui m'a passionné quand on en a parlé, chère Sophie. C'est la fameuse Académie de l'hospitalité, parce que c'est un élément central, je crois aussi, d'inscription durable d'une stratégie touristique à l'échelle d'un territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces fameux 1500 mètres carrés dédiés à la formation des habitants, des jeunes et moins jeunes, au métier de l'hospitalité? On parle beaucoup des enjeux, bien sûr, des métiers, des enjeux de l'hospitalité. Vous pourriez nous donner quelques éléments sur cette fameuse Académie de l'hospitalité, ce lieu hybride installé dans votre joli office de tourisme, bâtiment Art déco. Peut-être commencer par dire, comme l'a souligné Vincent Garnier, que sans volonté politique, on ne fait rien. Et sur ce territoire, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Donc, accueillir le Louvre-Lens, décider de transformer un ancien bassin minier en une destination touristique, c'est vraiment le fruit d'une volonté politique. Et cette volonté s'est accompagnée, je suis arrivée en 2017, de la mise à disposition de l'Office Tourisme d'un établissement de 1500 mètres carrés, ancien magasin de vaisselle,
le bien nommé à la ville de Limoges. Donc nous avons une magnifique façade art déco sur lequel c'est écrit en grand à la ville de Limoges, même si nous sommes à Lens, c'est un peu particulier. Mais c'est dans ce lieu que l'on a choisi depuis septembre de cette année, mais après 8 ans de travail, d'installer ce qu'on a appelé l'Académie de l'hospitalité. L'idée, c'était que la rencontre, et malgré comment dire, la puissance émotionnelle des sites que je vous ai cités juste avant, on continue à penser que ce qui est vraiment le plus fort de notre expérience touristique sur le territoire, c'est la rencontre avec nos habitants, qui font preuve de qualité d'hospitalité très forte. Et le constat que moi j'ai fait en 2017, c'est que effectivement on avait toute une partie de la population avec une vraie générosité dans l'accueil. Pour beaucoup d'entre eux encore à l'écart de l'emploi, et dans le même temps une offre hôtelière ou une offre de restauration récente qui peinait à trouver de la main-d'œuvre. Le constat s'est évidemment accru post-Covid, et on a décidé justement de faire de ces 1500 mètres carrés un espace applicatif de formation au métier de l'hôtellerie et de la restauration à destination des personnes très à l'écart de l'emploi. Et donc on est depuis septembre organisme de formation certifié Calliope, ce qui nous permet de mettre en place un cursus de 12 semaines en lien avec nos acteurs socioprofessionnels pour, sous forme de préparatoire opérationnel à l'emploi, ce sont des sigles affreux de chez France Travail, Avec ton travail, positionner hein. positionner des stagiaires dans des établissements de notre territoire à l'issue de ces 12 semaines. On mobilise l'ensemble des expertises du territoire, donc le Racing Club de Lens, le Louvre-Lens, une association de naturalistes pour dispenser cette formation. Pour vous prendre un exemple, effectivement, on compare le coup de feu en cuisine au coup de sifflet sur le terrain, et on explique effectivement au travers d'un atelier au Louvre-Lens comment la communication au travers d'une équipe est essentielle, qu'on soit dans un restaurant, dans un hôtel ou sur un terrain de foot. Et donc on utilise vraiment toutes ces expertises pour éviter d'être dans une formation descendante, mais une formation qui permet à la fois effectivement d'être opérationnel dans les métiers de l'hospitalité, d'avoir une très bonne connaissance de son territoire et puis de se remobiliser à l'emploi. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Enfin, j'essaie de résumer ça très succinctement. Il se trouve que dans ce lieu, en dehors du temps de formation, donc quand les espaces ne sont pas utilisés pour dispenser cette formation, nous dispensons du coup des cours de cuisine à destination du grand public, en mettant en valeur justement les talents du territoire. Et nous disposons du coup d'un meublé de tourisme récemment classé 4 étoiles qui, quand il n'est pas lieu d'application, effectivement, héberge des touristes et surtout sert aussi de démonstrateur à destination de porteurs de projets sur le territoire voulant développer une offre touristique. Donc on a essayé au maximum dans ces 1500 mètres carrés d'hybrider les usages jusqu'à notre salle de réunion qui est aussi un espace de coworking en dehors des temps de réunion, et de faire en sorte que ce lieu, cette académie de l'hospitalité et plus largement ce lieu dans lequel se trouve évidemment l'office du tourisme, soit un lieu qui permette la rencontre. Toujours pour finir sur ce point, c'était un magasin de vaisselle, et donc on a voulu remettre de la vaisselle au cœur de ce lieu, et donc on a une ressourcerie. On travaille avec une association d'insertion sur le territoire et on revend de la vaisselle vintage. Là encore, un petit clin d'œil à la fois au passé territoire et puis à cet art de recevoir. Donc c'est un lieu qui est un peu difficile à résumer en 5 minutes, C'est parfait, mais Je voilà. pense que de toute façon, si beaucoup sont intéressés, je pense que c'est facile de prendre contact avec vous, Oui, peut-être de très. compléter les échanges. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé l'exemple lensois, c'est dans le fond, à partir de l'installation d'un musée absolument majeur, un retournement de la fierté d'appartenance à un territoire. Il y a eu beaucoup de travaux menés par la mission autour du Louvre-Lens autour de ce sujet-là. Et depuis maintenant quelques mois, cette Académie de l'hospitalité ne fait que conforter l'ensemble de cette démarche. Donc ça, c'est une trajectoire territoriale qu'on souhaitait mettre en avant. Merci, chère Sophie. On reviendra sans doute Merci. tout à l'heure avec quelques questions. Alors, avant de me tourner vers Sylvie Bergeret, j'aimerais simplement vous dire, n'hésitez pas à commencer à poser des questions dans le chat, puisque dans une petite dizaine de minutes, je me ferai le messager de vos questions auprès des participants, que ce soit Vincent, Sophie, mais également Marie et Sylvie. Chère Sylvie, je me tourne vers toi maintenant. Sylvie Bergeret, tu es donc de chez MKG, directrice d'études chez MKG.
MKG a souhaité, et tu vas pouvoir présenter un peu rapidement l'entreprise, mais développe depuis de longues années une méthodologie d'observation dans l'hospitalité et vous avez souhaité aussi apporter un certain nombre de compétences qui sont les vôtres aux destinations touristiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la méthodologie a été pensée, quels sont un peu les axes structurants de cette méthodologie d'observation que vous nous proposez au territoire? Alors, Sylvie, Micro coupé, ouais. micro coupé, elle va l'ouvrir. Merci, Evangelis. Ah, merci. Comme je disais au départ, MKG, c'est de l'observation et étant un cabinet au départ axé sur l'hôtellerie, on avait des taux d'occupation, des outils qui étaient assez simples sur le taux d'occupation et le prix moyen qui permettaient de mesurer la fréquentation d'un territoire. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec les destinations, notamment sur des études de positionnement touristique, une compréhension beaucoup plus globale de cet écosystème, d'un développement stratégique du tourisme. Et on se rend compte que la mesure uniquement du nombre de personnes qui viennent sur un territoire est l'un des éléments d'observation, mais ne suffit pas, qu'il faut aller vers des éléments un peu plus qualitatif et puis de compréhension plus globale de cet impact touristique et de la façon dont le tourisme peut être développé sur le territoire. Du coup, nous, on a développé ce qu'on appelle un MKG Score qui permet d'avoir une compréhension beaucoup plus globale en mêlant à la fois des éléments qui vont être de l'ordre de l'attractivité, c'est-à-dire voir quels sont les principaux flux touristiques qui existent sur un territoire. Donc là, on va analyser aussi bien l'attractivité de la destination par ses équipements, par la fréquentation événementielle aujourd'hui, les différents sites touristiques. Mais on va également regarder les éléments d'hospitalité, bien entendu l'hébergement touristique, sa dynamique, l'influence sur l'habitat permanent, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup ces réflexions entre les meublés de tourisme et puis le logement plus perpétuel dans la destination, et puis d'autres axes qui vont être de la restauration qui participent aussi à cette dynamique. Et le troisième élément, c'est l'impact. Et l'impact, on le voit aussi bien en termes de retombées économiques, de retombées fiscales également, mais également sur l'emploi et toute une notion de développement durable, donc notamment tout ce qui peut être pression sur les ressources, l'empreinte carbone également. Donc, c'est d'avoir vraiment ces trois axes, attractivité, hospitalité et impact, qui permettent vraiment de voir quels sont les effets bénéfiques et aussi les risques à prendre en compte pour mettre en place pour qualifier le tourisme, le quantifier et puis mettre en place ces politiques touristiques. Alors, je précise que dans chacun des articles, il y a un petit score, un MKG score, un des 15 indicateurs que vous proposez dans cette méthodologie. Donc, il y en a 3 par article. Et on détaillera d'ailleurs les différents axes lors des prochains webinaires, puisque sur chacun des webinaires, on consacrera la réflexion sur l'un des 3 axes dont tu viens de parler, attractivité, hospitalité et impact touristique. Selon toi, Sylvie, et selon, j'imagine, l'entreprise et Evangelis, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de préparer une stratégie touristique territoriale sans outils de mesure performants? Quelle est ta conviction aujourd'hui en la matière? Et puis si je te donne un exemple, par exemple, dans l'article sur Lens, on avait le MKG score sur la performance de l'hôtellerie à 0,67. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la façon dont ce MKG score retranscrit une forme de réalité territoriale et en quoi cette réalité territoriale peut aider à la fois les élus, mais aussi les techniciens de collectivité? J'imagine que ça peut intéresser plein de gens dans la salle. Alors, oui, alors nous, de toute façon, on est convaincus que pouvoir avoir des éléments d'observation, ça permet à la fois d'avoir un état des lieux à un moment donné et qui permet de bâtir au départ une stratégie, de voir comment on va développer cette stratégie, quels sont les axes d'amélioration à prendre en considération. Est-ce que c'est l'hospitalité dont on vient de parler? Est-ce que c'est le fait d'avoir plus de restaurants sur son territoire, plus d'offres de loisirs, le dimensionnement des équipements, etc. Et puis ensuite de pouvoir les mesurer dans le temps, de voir comment chacun de ces axes évolue. Pour chacun, on prend en compte. L'idée, c'est vraiment de ne pas rester sur un seul des axes et de pouvoir chacun les interroger et les mettre en perspective les uns des autres, et puis de considérer également des critères spécifiques.
En l'occurrence, pour la destination de Lens-les-Vins, ce qu'on a regardé, c'est l'état aujourd'hui du marché qui aujourd'hui, enfin, qui pendant longtemps a été assez orienté vers une hôtellerie économique et grâce à Oui, l'arrivée c'est du bien précisé, Louvre-Lens. il y a eu beaucoup d'investissements et des équipements importants durant la dernière décennie. Exactement, et notamment vers une hôtellerie plus haut de gamme. Donc, si on reste uniquement sur le secteur de l'hôtellerie, et également d'autres structures qui permettent d'accompagner, enfin, d'accompagner le Louvre-Lens dans l'attractivité globale de la destination. Donc, c'est ça que reflète cet indicateur. Et puis, bah, on espère pouvoir le suivre plus longtemps et bien entendu qu'il puisse s'améliorer, puisqu'on vise toujours à pouvoir améliorer les choses. Allez, il est 16h40. Je me tourne vers la salle et l'échange de chat qui, pour l'instant, est relativement calme. Donc, si vous avez des questions à poser, surtout, n'hésitez pas à les partager. Je vais commencer à poser des questions, à partager avec Sophie, Vincent et éventuellement Marie, si elle le souhaite. À ton avis, Sylvie, et puis ensuite je te poserai la question à Sophie et Vincent, quels sont, selon toi, selon votre degré d'expertise chez MKG, les trois besoins principaux en matière d'observation touristique, ce que vous observez traditionnellement, au-delà peut-être du simple taux d'occupation ou du RevPAR en matière d'hôtellerie? Je pense que l'un des besoins principaux, c'est justement de se sortir uniquement de cette quantification de la fréquentation pour aller vers des éléments qui sont plus qualitatifs et de voir quel est l'impact du tourisme sur les gens qui habitent sur le territoire. Donc, Sophie parlait effectivement de cette fierté d'appartenance au territoire qui est importante. Et c'est vrai que c'est l'un des enjeux. On regarde notamment quel est le rapport entre la population locale et la fréquentation touristique de la destination pour voir quelle est cette pression touristique. Ce qui est important, c'est aussi de voir les retombées sur l'emploi et puis, bien entendu, la question du développement durable qui est de plus en plus importante. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'intensité touristique sur les destinations et l'observation permet justement de quantifier cette fréquentation et de manière à pouvoir la lisser dans l'année ou de mieux répartir ces flux sur une destination. Donc, ça fait Mhm. partie des enjeux principaux actuellement. Si je me tourne vers vous, Sophie, Liévin, aujourd'hui, les besoins principaux que vous auriez en matière d'observation touristique, quels sont-ils? Quels seraient-ils? Et est-ce que ça fait partie des objectifs que vous avez à terme dans la future stratégie territoriale qui ne manquera pas d'arriver après les prochaines municipales? Alors, comme on en avait pu en échanger, effectivement, nous, jusqu'à présent, on avait la mission Louvre-Lens Tourisme qui assurait cette fonction d'observation touristique pour alors un périmètre un peu plus large que celui que nous couvrons, puisqu'on couvre 2 des 5 agglos de mémoire, ou 6, je ne sais plus, qui étaient autrefois couvertes par la mission Louvre-Lens Tourisme. Donc, c'est vrai qu'on est en train de réfléchir, et notamment avec nos collègues de Pas-de-Calais Tourisme, j'ai vu que Jean-Marie Jute, c'était quelque Jean-Marie? part dans la visio. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion sur cette question de l'observation touristique à remettre en place avec Pas-de-Calais Tourisme, peut-être avec la mission Bassin Minier, qui est une autre structure du territoire, un organe d'observation en partant d'ensemble des données que nous collectons. On est très intéressé effectivement aussi par le travail qui est fait par MKG, même si j'ai pas pour l'instant eu encore le temps d'en échanger plus précisément. L'idée, c'est de bâtir une méthodologie qui permette, la comparaison avec des choses comparables, enfin des destinations comparables, pardon, et puis deux, le suivi, enfin d'une méthodologie constante pour voilà, permettre de mesurer une évolution et de monitorer un peu nos actions de cette matière-là. Donc nous, on ne part pas de rien puisqu'il y a des choses qui avaient été mises en place. Mais on est dans une période où on est un peu sur une période charnière où on doit réorganiser cette question de l'observation à l'échelle de notre destination. Ok, allez, tiens, une question pour vous, chère Sophie. Comment équilibre financièrement cette académie de l'hospitalité? Alors aujourd'hui, l'Académie hospitalière, je disais, c'est en fait un organisme de formation. Donc en termes de ressources, les formations sont des formations donc depuis que nous sommes maintenant certifiés Calliope. La première session a été entièrement soutenue par le département du Pas-de-Calais et les suivantes Pour info, sont ça coûte combien, par exemple, par élève, une par élève. formation? On a un prix de vente par élève à 6 800 € par élève. D'accord. Euh,
Aujourd'hui, les promotions suivantes seront inscrites dans le cadre des POI. Les POI sont des dispositifs France Travail de préparatoire de retour à l'emploi individuel. Et donc, c'est cette ressource-là qui viendra essentiellement couvrir les frais de l'Académie de l'hospitalité. J'ai une très bonne machine. Corinne, je ne sais pas Voilà. qui vous êtes. Il prend le truc, il met votre dans, micro, Corinne. comme au café. Corinne, Il prend faites le comme au truc et puis café, il tire coupez à le droite. micro Voilà, par petit contre. Merci. compartiment. Corinne, s'il vous plaît, vous avez votre micro Bisous, ouvert. ma Merci de sœur. le couper. Bisous. Oui, bisous, ma sœur. Chère Corinne, fermez votre micro, ce sera bien mieux. Merci et chère Sophie, continuez. Juste pour terminer, effectivement, on a aussi des recettes liées à la location du meublé, donc ça à partir de 2026. Et puis à la marge, les recettes liées aux cours de cuisine qu'on met en place. On est en train aussi de réfléchir dans l'atelier de cuisine à créer un produit plutôt incentive à destination des entreprises, toujours autour de la question de la cuisine, de la cohésion d'équipe, puisqu'on a à la fois une salle de réunion équipée et une cour de cuisine qui viendront aussi donc amener de l'autofinancement sur cette partie-là. Voilà à peu près dans les grandes lignes le modèle économique, mais le gros du dispositif repose sur vraiment l'activité d'organisme de formation. On est, juste pour finir là-dessus, on réfléchit aussi parce que j'ai eu un échange avec un collègue de Bordeaux qui est peut-être là, à voir dans quelle mesure on pourrait aussi revendre à nos socioprofessionnels des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément tarifées, mais des vraies formations, puisque maintenant on a cet agrément de formation qui nous permettrait de faire des propositions chiffrées à nos socioprofessionnels. On les accompagne par exemple sur la prise de vue de leur établissement, sur enfin voilà, ce genre de choses. Leur montée en compétences pourrait aussi être une source de recettes pour l'Académie de l'hospitalité. Voilà. Un grand tournant des offices de tourisme et répondre d'ailleurs en matière de formation continue aux besoins des sociopros. Deuxième question pour vous, chère Sophie. À Lens, savez-vous quelle part de spectateurs du stade consomme le territoire en dehors du match et la part qui dormirait au moins une nuit? Alors malheureusement, j'ai pas d'indicateur sur ce sujet. Nous, on revend des séjours packagés avec une nuitée et une entrée au match, mais dans la limite des places qui nous sont consenties par le stade, c'est-à-dire très peu. Mais dès qu'effectivement on les commercialise, on les vend. Enfin voilà, on vend toute la saison d'avance et on pleure pour avoir des places de match, parce que c'est un peu le revers de la médaille d'un stade qui joue en permanence à guichet fermé. C'est fermé. Voilà. Mais et je ne peux pas vous dire quelle est la part de supporters, parce que on sait qu'il y a beaucoup de supporters qui sont localisés partout en France avec des clubs, des fan clubs de RC Lens qui sont localisés partout en France, et énormément de transit par bus à chaque match. Mais je n'ai pas d'infos. Ce que je sais vous dire par contre de source sûre, c'est que les soirs de match pour trouver une place dans l'hôtellerie lensoise, c'est très compliqué. Oui, le parc hôtelier est encore relativement réduit les soirs de match. Donc ça veut dire que certains vont à Lille en espérant qu'il n'y ait pas un match du LOSC en même temps. Allez, des questions posées par nos amis belges qu'on salue, Véronique et Vanessa. D'abord, Véronique nous signale que l'Observatoire Wallon du tourisme a réalisé une étude sur la perception du tourisme par les habitants, ce qui est tout à fait en lien avec ce qu'on vient de dire. Vous retrouverez l'adresse sur le chat et puis bien sûr on la mettra à votre disposition dans la foulée. Et puis Vanessa qui nous dit une des grandes difficultés pour ce qui concerne les indicateurs est la disponibilité des données, leur fiabilité et leur récolte. Comment vous y prenez-vous tout à fait pratiquement pour évaluer, par exemple, le nombre d'emplois du secteur sur un territoire, encore analyser les flux de façon fiable? Alors, excellente question, chère Vanessa. Ça ne me surprend pas venant de toi. Peut-être Sylvie, sur l'évaluation des emplois, puis ensuite, bah, je vais me tourner vers Sophie et Vincent, bien entendu, mais vous avez travaillé là-dessus chez MKG. Comment évaluer, quantifier, qualifier les emplois liés au Alors, tourisme à l'échelle d'un territoire? ouais, sur les emplois en particulier, on utilise les données de l'URSSAF qui ont des données open data avec des données assez précises en fonction du secteur d'activité, donc que ce soit les agences de voyage, tout ce qui peut être activité culturelle, hébergement, restauration, activités sportives par exemple. Donc ce sont ces données. D'accord, donc c'est des données en open data facilement accessibles, notamment Exactement. Pôle emploi et URSSAF. Sophie, peut-être et peut-être Vincent, est-ce que vous avez, vous, déjà travaillé sur ces questions d'impact touristique sur l'emploi et comment vous êtes capable de mesurer justement
progression de l'emploi. J'imagine, Sophie, dans le cadre de l'Académie de l'hospitalité, vous avez été intéressée par ce sujet? Alors sur l'Académie de l'hospitalité, on a plus précisément regardé la tension sur les métiers d'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, ce qui en soi est d'ailleurs un indicateur. Après, on l'a pas regardé de manière évolutive, mais de manière à l'instant T par rapport à Vous notre avez fait des problématique. enquêtes déclaratives auprès des sociopros sur ce sujet-là? Alors sur ce sujet-là, en fait, il suffit de consulter les données de France Travail qui sont accessibles à tout le monde par bassin d'emploi directement sur le site de France Travail. Ça, c'est une donnée qui est parfaitement accessible et qu'effectivement on pourrait en mesurer l'évolution dans la durée. J'avoue, à ce stade, nous l'avions pas fait comme ça. Il y a eu des études qui n'avaient pas été menées par nous, mais par une des missions, en l'occurrence, ça s'appelait Euralance, sur l'impact du Louvre-Lens en matière de création d'emplois. Je ne connais pas, mais je pense qu'on est sur les mêmes méthodes que ce que vous soulignez au niveau de l'URSSAF par filière. Je ne vois pas à ce stade d'autres moyens de faire, sauf à comment dire, collecter établissement par établissement créé, le nombre de postes créés évidemment, mais je pense que les données les plus fiables sont effectivement côté A URSSAF. priori, les données Pôle emploi et URSSAF sont quand même fiables à l'échelle d'un Et territoire. accessible, ouais. Et tout à fait accessible. Et cela montre aussi, chère Sophie, ce que vous dites, un élément central. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de données par différents prestataires. C'est l'un des enjeux principaux aussi à l'échelle d'un territoire. C'est partager ces données, ce qui est un enjeu absolument essentiel, ce qui est très peu pratiqué à ce jour. Allez, Et on connaît la méthode de. Des fois, on a des données, mais on ne sait pas exactement d'où elles viennent et comment elles ont été bâties. j'ai entendu la voix de Vincent, cher Vincent. Oui, non, juste par rapport à ces problématiques d'observation qui nous occupent aussi, pas mieux que ce qui a été dit par rapport aux données existantes, notamment sur l'emploi. Juste pour nous, ce que je vois, moi, par rapport aux besoins d'une collectivité et de son organisme de gestion de destination, il y a peut-être 3 niveaux aujourd'hui d'indicateurs qui sont nécessaires précisément pour la conduite de stratégie, puisque c'était ça le point de sujet initial. Alors, on a des indicateurs que je peux qualifier, moi, de régaliens et qu'on maîtrise plutôt bien à l'échelle de chacun de nos territoires. C'est bien sûr la question de l'offre touristique et celle de la demande touristique. Donc, effectivement, tout ce qui est capacité d'hébergement et la question des nuitées aujourd'hui, je pense qu'on dispose d'outils, notamment grâce à la perception également de la taille de séjour, qui nous permettent d'avoir une vision, je pense, suffisamment exhaustive. Le deuxième niveau, là, qui devient peut-être un peu plus complexe, c'est tout ce qui est en termes d'indicateurs économiques et de qualité et satisfaction. Donc, les indicateurs économiques, c'est bien sûr un sujet qui nous intéresse et qui intéresse beaucoup les élus. C'est quelles sont les retombées économiques de l'activité touristique. Ça, c'est un sujet essentiel. Et là, on voit que ça devient un petit peu plus complexe, tout comme la problématique de la qualité de la satisfaction, dans la mesure où, en plus, par rapport aux labels, aux certifications auxquelles nous acceptons de participer, ne serait-ce que sur le classement de l'Office de tourisme, on est tenu à produire des enquêtes de satisfaction qui souvent se cumulent plus qu'elles ne se conjuguent les unes les autres. Et le troisième point, ça a été d'ailleurs abordé tout à l'heure, c'est des indicateurs de plus en plus essentiels sur la conduite de ces stratégies. C'est tout ce qui est autour des indicateurs environnementaux et durabilité, notamment des questions par rapport à la pression sur des sites naturels ou sur des espaces urbains, et puis des indicateurs sociaux et territoriaux, avec notamment un critère de plus en plus important, en tout cas pour nous, qui n'est pas tout à fait de manière majeure, mais qu'il faut anticiper, ne serait-ce que par rapport à la capacité d'acceptation des habitants par rapport à une emprise touristique, le célèbre effet sur tourisme qu'on nous a revendu, et celui de la gentrification. Voilà, donc pour moi, c'est 3 niveaux. Et juste pour finir, parce que tu l'as abordé, Brice, pour moi, le vrai sujet aujourd'hui de l'observation, c'est précisément le qui fait quoi. Parce que je crois que le besoin que l'on a, c'est vraiment celui d'une nécessaire coordination des observations, parce qu'on a des observations aujourd'hui à tous les niveaux territoriaux. Alors, je rappelle qu'au départ, c'était plutôt une responsabilité plutôt au niveau national et région, mais pour des raisons évidentes de conduite, de stratégie, de politique touristique, on s'aperçoit qu'il y a une dilution et une augmentation des observations territoriales. Et naturellement, et on est aussi dans ce cadre, avec des initiatives, avec 5 minutes. Donc voilà, non, mais pour dire, et des cabinets qui interviennent avec des outils tout à fait performants, parfois même d'ailleurs plus performants que ce que peut proposer l'institutionnel, mais ça c'est un avis, et qui méritent aujourd'hui d'avoir une vraie réflexion sur leur
coordination qui permettront de nous, en tout cas OGD, d'avoir une vraie possibilité d'utiliser les uns et les autres en toute connaissance de cause. Voilà. Allez, cher Vincent, une dernière question pour toi qui t'est posée nommément de la part de Laurent Rayon. Comment jugez-vous les coopérations touristiques entre Clermont-Ferrand et le département de l'Allier, et plus particulièrement Montluçon, et quelles seraient les pistes d'amélioration, peut-être y compris en termes de partage de data, de données et d'éléments stratégiques? Allez, question courte, réponse courte, 1 minute, et ensuite, ce sera le temps de conclure avec Ça va Jean-Baptiste être très court, ça va être très court, Brice. Et ce que je propose à Laurent, pardon, c'est qu'on en discute ensemble parce que je ne suis pas sûr que ce sujet intéresse effectivement l'ensemble des OGD nationales, mais qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, cher Laurent, je me tiens à votre entière disposition. Allez, parfaitement, ça c'est parfait, et c'est la coopération entre les différents OGD, les différentes destinations. Allez, il reste 5 minutes, c'est le temps de prendre un tout petit peu de hauteur et de faire un petit pas de côté. Je vais me tourner vers Vangelis Panayotis, que vous connaissez, qui est le patron de MKG, et je vais lui poser la question, dans le fond, est-ce que, cher Vangelis, tu as un indicateur marquant, comme ça, prospectif ou décalé? Est-ce que tu pourrais nous faire partager ta réflexion? Et c'est la séquence l'indicateur de la fin. Alors, fin FIN, bien sûr. En ouvrant ton micro, et je réponds à Laurence Chabani. Exactement, oui, On va pardon. creuser les questions des indicateurs environnementaux. Ce sera le sujet du dernier webinaire, le 4e, dont je donnerai la date tout à l'heure. On fera un focus vraiment sur les impacts et notamment les indicateurs environnementaux. Tenez-vous prête, chère Laurence. Vangelis, c'est à Ouais. toi. En tout cas, il y a un indicateur qui va être très important et dont on ne connaît pas encore la mesure. C'est celui des arbitrages et des restrictions budgétaires dans le pilotage de la compétence. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, avant l'été au Sénat, d'exposer un point de vue sur l'importance de comment on pouvait vivifier le côté économique de notre secteur et du tourisme dans un contexte qui est ce qu'il est. Évidemment, je souhaite qu'il s'améliore, mais c'est raisonnable de penser que ça va être un peu turbulent. Et à côté de ça, j'ai quelques interventions également au T40, donc Together for Tourism à la Commission européenne, où je vois que en réalité, on doit mettre en action une responsabilité collective. Cette responsabilité collective, c'est déjà de partir du constat qu'on va améliorer que ce qu'on mesure, donc il faut mesurer juste pour améliorer juste, donc ça c'est très important. Et ensuite, qu'on a besoin collectivement de définir quels sont les nouveaux réflexes, puisqu'on voit bien que beaucoup de choses évoluent et vont évoluer, que ce soit pour les acteurs privés, évidemment, mais aussi pour les acteurs publics. Et il faut donc qu'on arrive, et c'est un peu ce qu'on souhaite faire à travers cette initiative et d'autres, hein, évidemment, on vient juste humblement apporter un petit élément là-dedans, de définir quels doivent être les bons indicateurs, de designer collectivement des bonnes pratiques autour de ces bons indicateurs et d'essayer de faire en sorte qu'ils viennent, avec d'autres standards, à donner des éléments de gouvernance et appuyer, factualiser les constats, arriver à démontrer comment on crée de la valeur sur le territoire à travers le tourisme, les éléments vertueux que ça induit, et voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a un déficit. Peut-être que nous, entre nous, on voit les choses, on poursuit des convictions. J'ai entendu beaucoup de convictions fortes aujourd'hui avec des initiatives, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils essayent de mettre en place. Enfin, cette Académie de l'hospitalité, c'est vraiment une envie de prendre à 360 degrés tous les problématiques. Donc, on a cette énergie et on a beaucoup de déperdition dans cette énergie et on est en même temps face à un momentum. On va nous dire, heureusement que vous avez de l'énergie parce qu'on ne va pas vous en donner plus. Donc, c'est sûr que là, on va passer de bonnes fêtes parce qu'à un moment donné, on est tous aussi français et on aime bien profiter des bons moments de la vie. Mais je crois que 2026 va ouvrir un chapitre avec beaucoup de challenges. Et donc, ce qu'on propose de faire avec cette initiative, avec le MKG Score, qui est une boîte à outils ouverte, hein, qui est là que pour s'améliorer et s'enrichir des réflexions et des points de vue de tout le monde et ouvert à d'autres initiatives aussi. Voilà, comment on va ensemble bâtir un peu vite, parce que je crois qu'on a besoin d'être un peu Allez, rapide. merci Vangelis. Oui, oui, il nous reste à peine 2 minutes. En tout cas, on a bien compris et on se retrouvera bien sûr durant les prochains webinaires. Jean-Baptiste, je me tourne vers toi pour le chiffre de la fin. Peut-être un chiffre que tu aimerais partager, un chiffre qui interpelle et ouvre le débat. Est-ce que Jean-Baptiste m'a entendu? Jean-Baptiste Tréboul, que vous connaissez tous, rédacteur en chef, l'icône de la revue Espace. Eh bien, écoutez, non, j'ai pas vraiment préparé le chiffre, mais je suis très content de voir qu'on est très nombreux sur ce webinaire. Donc, il y avait 200 inscrits et donc on n'a quasiment pas de déperdition. Donc, je suis ravi
ce Donc, c'est webinaire le qui est chiffre très bien. de la fin que tu nous partages. Allez, merci Jean-Baptiste. Allez, pour terminer, pour finir à l'heure, d'abord vous remercier pour cette participation. D'abord les invités. Je remercie Sophie pour l'extrême courtoisie, gentillesse dont elle fait preuve à chacun de nos échanges. Vincent, que je connais depuis très longtemps, inutile de le préciser. Bien sûr, Sylvie et Marie, et puis Jean-Baptiste et Vangelis, qui est à l'initiative de ce rapprochement entre la revue Espace et MKG. Vous donnez rendez-vous à toutes et tous. D'abord, vous dire que vous aurez en replay à partir de demain ce premier webinaire, que vous pourrez bien sûr prendre contact avec l'équipe de la revue Espace ou avec moi si vous le souhaitez, y compris pour des ressources complémentaires. Vous rappelez les dernières dates de ces 3 prochains webinaires, le 24 février, où on aura comme invité des représentants, je l'imagine, des prochains articles Chamonix, Blois-Chambord et La Rochelle. Et là, on fera un focus plus sur la partie, vous l'avez compris, attractivité. Le 28 avril, on parlera davantage d'hospitalité. Et le 30 juin 2026, on parlera des impacts. Et donc, pour rassurer Laurence, tout à l'heure, qui nous a posé la question, nous parlerons notamment, bien sûr, des indicateurs environnementaux, puisqu'on l'a bien à l'esprit, ce sont des impacts essentiels touristiques. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Il est 17 heures. Comme on dit à la télévision et à la radio, je vous rends l'antenne. Excusez-moi pour ce petit retard, mais je crois que pour une première, on est presque à l'heure. Merci à toutes et à tous, et donc à très vite, et on se retrouve le 24 février prochain. D'ici là, lisez les articles quand vous le pourrez. Merci à tous, au revoir. Merci. Au revoir.